Ils n'ont même pas pris la peine d'appeler, juste un simple SMS. Tu n'es pas invité au dîner de ce soir. La petite amie de Lucas ne se sent pas à l'aise si tu es là. À peine 3 heures plus tôt, j'avais effectué un virement de 120 € pour aider mes parents à sauver leur boutique qui battait de l'aile. J'ai fixé le message, je l'ai relu, puis j'ai tapé un seul mot en guise de réponse. D'accord. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas de rage, pas de larmes, juste un déclic, comme un interrupteur qu'on bascule. Dans le silence, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cliqué sur annuler pour un premier paiement, puis un autre, puis 150 autres pour les 7 mois à venir. J'en avais fini de financer ma propre exclusion. Sur l'étagère au-dessus de mon bureau se trouvait une chemise cartonnée beige, décolorée, oubliée. Elle contenait l'accord que j'avais signé il y a 10 ans, à l'époque où je pensais qu'investir dans la famille était synonyme d'amour. Il s'est avéré que cela signifiait propriété et pouvoir. Il pensait organiser un conseil de famille pour me remettre à ma place. Il ne savait pas que c'était encore moi qui tenais la plume. Et ce vendredi soir, j'allais être prête à écrire le chapitre final. La dernière fois que j'avais tenu un pinceau, j'avais 18 ans. C'était un pinceau large et plat, taché de bleu cobalt, ma couleur préférée parce qu'elle me rappelait la liberté. Ce matin-là, j'avais ouvert une enveloppe provenant de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Une offre de bourse complète, des brochures sur papier glacé, une nouvelle vie qui m'attendait dans la capitale. Je me souviens avoir flotté pendant des jours, convaincu que c'était mon moment, mon évasion, ma chance d'être enfin moi-même. Ma mère a versé des larmes de fierté. Mon père m'a serré la main comme si j'étais une adulte pour la première fois. Et puis est venue la réunion de famille. Nous étions assis dans le salon, celui-là même dont je remplacerai plus tard tous les meubles avec mon propre argent. Mon père a posé une brochure sur la table basse comme s'il s'agissait d'un artefact sacré. Le programme de l'école de commerce HEC pour Lucas. Ton frère a un vrai potentiel, a-t-il dit d'un ton chaleureux mais définitif. Cette école pourrait changer sa vie et il nous manque un peu de budget. Juste assez pour que, si tu prenais une année ou 2 sabbatiques, je me souviens l'avoir interrompu. J'ai une bourse. Ce n'est pas une question d'argent. C'est exactement de cela qu'il s'agit, est intervenue ma mère. Nous avons juste besoin de temps. Tes projets artistiques seront toujours là plus tard. Ton frère n'a qu'une seule chance. Ils ont appelé ça le sacrifice familial. Ils ont dit, nous te revaudrons ça. Mais ils ne l'ont jamais fait. J'ai rangé ma lettre d'acceptation et je me suis inscrite à un programme de gestion locale à la place. Je vivais à la maison. Je faisais les trajets pour aller en cours. Je travaillais la nuit. J'ai obtenu mon diplôme en avance et j'ai décroché un poste dans la finance, le genre de métier dont ils pouvaient se vanter auprès de leurs amis. J'ai gravi les échelons, j'ai gagné de l'argent régulièrement, et chaque prime, chaque augmentation, chaque victoire financière était perçue comme une victoire pour la famille. C'est là que ça a commencé. L'hémorragie silencieuse. J'ai payé le loyer de Lucas quand il a raté son premier entretien d'embauche. J'ai couvert les découverts de maman parce que les comptes sont à ton nom de toute façon. J'ai co-signé le prêt du SUV pour que papa ait l'air plus professionnel pour les livraisons de la boutique. Puis est venue l'idée de l'entreprise, une boutique d'artisanat haut de gamme, en plein centre-ville de Lyon, l'héritage familial. Ils l'ont présenté comme si c'était le nôtre. Ils utilisaient des expressions comme « tu es une associée à part entière », c'est notre nom, notre marque, mais au fond, je n'étais que la commanditaire silencieuse, celle qui signait les chèques, le bras invisible qui soutenait tout l'édifice pendant qu'il posait pour les photos d'inauguration sans moi. Le pire, c'est que je les ai laissés faire. Parce que pendant des années, j'ai cru au mensonge selon lequel l'amour signifiait le service, que le silence signifiait la force, que si je donnais assez d'argent, de temps et de rêve, ils finiraient par me voir non pas comme leur filet de sécurité, mais comme leur égal. J'ai attendu 15 ans. Et ils ont donné ma place à table à une fille que mon frère connaissait depuis 6 mois. Il a suffi d'un SMS pour tout anéantir. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que si j'avais enterré mon art, mon indépendance et ma voix, je n'avais jamais enterré ma mémoire. Et maintenant, j'en avais fini d'attendre une reconnaissance. Je n'étais plus leur fille. J'étais leur actionnaire majoritaire.
Je n'avais pas prévu de commencer ce jour-là. Mais la trahison a une manière étrange d'aiguiser vos sens, transformant chaque objet autour de vous en un rappel de tout ce que vous avez donné et du peu qui vous a vraiment appartenu. J'étais assise à mon bureau, le soleil de milieu de matinée projetant des lignes nettes sur le bois. L'écran de mon ordinateur clignotait devant moi, le portail de la banque ouvert sur une longue liste de paiements programmés. C'était comme regarder l'anatomie de la dépendance de ma famille. 5 artères, toutes pulsant avec mon argent. Premièrement, l'allocation de soutien de Lucas. 2500 € déposés automatiquement le premier de chaque mois. Il avait 31 ans, était toujours étudiant à temps partiel. Il n'avait toujours pas fini son master, n'avait toujours pas d'emploi. Clic, annuler le paiement programmé. J'ai hésité, puis j'ai cliqué sur confirmer. Une petite coche verte est apparue. Je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni peur, juste un calme étrange. Deuxièmement, la carte de crédit d'urgence de maman. Celle qu'elle gardait au cas où. Le mois dernier, elle s'était vantée d'avoir acheté tout un salon de jardin parce qu'il était en solde. Clic, annuler. Confirmer. Troisièmement, le leasing du véhicule de papa. Censé servir aux livraisons du magasin, mais j'avais vu le matériel de pêche sur la banquette arrière plus souvent que du stock de marchandises. Clic, annuler. Confirmer. Quatrièmement, le forfait mobile familial. 4 lignes, une seule facture, la mienne. L'ironie d'être exclu par SMS sur un téléphone que je payais moi-même. Clic, annuler. Confirmer. Cinquièmement. Le plus dur. Leur fonds de retraite complémentaire. Chaque mois, je transférais une contribution généreuse sur un compte joint. Je me disais que c'était par souci de sécurité et par amour. Mais je bâtissais un avenir pour des gens qui n'avaient pas fait de place pour moi dans le leur. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai cliqué sur annuler. Confirmer. Et juste comme ça, le goutte-à-goutte silencieux du sacrifice s'est arrêté. Je me suis adossée à ma chaise, le silence de la pièce devenant pesant. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. Ce n'était même pas du soulagement. C'était de la clarté. Froide, tranchante, propre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais plus de garde. Personne n'allait m'envoyer de message pour un dernier service. Personne ne pourrait me faire culpabiliser pour un virement d'urgence de plus. Plus de chantage émotionnel au nom de la loyauté familiale. Ce que je venais de faire semblait irréversible. C'était le genre de décision dont on ne revient pas. Et pourtant, je ne tremblais pas. Je ne paniquais pas. J'étais en train de reconstruire. Pas une relation, pas une famille, mais moi-même. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une alerte de ma banque confirmant la résiliation de tous les paiements programmés. Le timing semblait poétique. Ils m'avaient coupé de leur dîner. Je venais de les couper de mes comptes. Le plus drôle, c'est qu'ils ont toujours pensé avoir le dessus parce qu'ils contrôlaient le récit. Ils maîtrisaient l'histoire. Camille réussit tellement bien. Dieu merci, elle nous aide. Mais ils ont oublié une chose. C'est moi qui contrôlais les chiffres. Et au final, les chiffres disent toujours la vérité. Le silence n'a pas duré longtemps. À peine 12 heures après avoir confirmé le dernier paiement, la tempête est arrivée pile à l'heure. Lucas a appelé le premier. Son nom s'est affiché sur mon écran comme une alarme incendie. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, mettant le haut-parleur et marchant calmement pour me servir un café. Camille, c'est quoi ce bordel ? A-t-il lâché avant même que je puisse dire bonjour. Le propriétaire vient d'appeler. Mon loyer a été rejeté. J'ai des frais de retard. Tu ne l'as pas envoyé. J'ai remué mon café lentement. Bonjour, Lucas. Ne joue pas au plus malin avec moi. Tu as oublié ? Ton compte est bloqué ou quoi ? Non, je n'ai pas oublié, ai-je répondu simplement. Et mon compte se porte très bien. Il y a eu un silence. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Tu ne l'as pas fait exprès, alors ? C'est exact. Pourquoi, Camille ? Mon assurance auto passe lundi.
Ma carte de course est presque au plafond. Je suis censée faire quoi? J'ai bu une gorgée de café. Ça ressemble à un problème de gestion personnelle. Le silence s'est installé sur la ligne. Puis j'ai entendu sa voix. Manon, chuchotant en arrière-plan comme du venin distillé. Qu'est-ce qu'elle a? Demande-lui si elle fait une dépression. La voix de Lucas est revenue, fragile de panique. C'est à cause de vendredi soir, c'est ça? Écoute, Manon voulait juste une soirée tranquille. Tu montes ça en épingle de façon démesurée. Je n'ai rien dit. Tu vas vraiment atomiser toute la famille pour une invitation à dîner? Grandis un peu. J'ai expiré par le nez, aussi stable qu'un rocher. Au revoir, Lucas. Et j'ai raccroché, puis bloqué son numéro. Un de moins. L'appel suivant est arrivé 1 heure plus tard. Papa. Sa voix était sèche, professionnelle, comme si j'étais une analyste sous-performante lors de son entretien trimestriel. Camille, je viens de parler à ton frère. J'ai besoin que tu t'expliques. Il n'y a rien à expliquer, ai-je dit. J'ai apporté quelques modifications à mon budget. Ton budget? A-t-il ricané. La carte de ta mère a été refusée au supermarché. Elle a dû laisser un caddie plein. C'est humiliant. Elle a sa propre carte de débit, n'est-ce pas? Elle est vide parce que nous avons tout investi dans la boutique. Alors il semble que vous devriez réévaluer votre stratégie commerciale, ai-je répliqué. Il n'a pas apprécié. Son ton est devenu menaçant. Nous sommes partenaires. Nous avons conclu un accord. Je suis ravie que tu abordes le sujet, ai-je dit, presque souriante. Revoyons cet accord très bientôt. Sa voix est passée de l'agacement à la menace. Tu joues avec le feu, Camille. Et les gens qui jouent avec le feu finissent par se brûler. Et il a raccroché. 2e prise. Ce soir-là, c'était maman. Elle pleurait déjà quand j'ai décroché. Camille, chérie, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ton père fait les 100 pas comme un fou. Lucas est hors de lui. Je n'ai rien dit. J'avais déjà entendu cette chanson. La voix fragile, les sanglots empreints de culpabilité. Tu as toujours été la plus forte d'entre nous, a-t-elle sangloté. Nous ne comprenons tout simplement pas. C'était juste un dîner. Manon est facilement dépassée par les événements. Elle pensait que tu serais peut-être porté sur le jugement. Elle a dit ça? Ai-je demandé, la voix atone. Ma mère a hésité. Puis elle a ajouté que tu te servais de ton argent pour dominer tout le monde. Que si jamais nous tenions tête, tu nous punirais. Je n'ai pas parlé. Et maintenant, tu lui donnes raison. C'était l'instant précis. Le moment exact où j'ai réalisé que je n'étais pas seulement exclue. Ils étaient préparés à attendre des représailles de ma part, comme si j'étais une sorte de tyranne prête à exploser. Et ils l'avaient cru, elle. Un silence glacial a envahi ma poitrine. Ils ne s'étaient pas contentés de la choisir. Ils avaient répété avec elle. Merci, maman, ai-je dit, la voix creuse. Tu as rendu les choses parfaitement claires. J'ai mis fin à l'appel. Puis je me suis tenue au milieu de mon appartement, laissant le silence s'installer à nouveau. Ce n'était plus un silence de deuil. Ce silence avait du poids. Ce silence était une stratégie. Le jeudi après-midi sentait le vieux papier et le bois ciré. Le genre d'odeur qui n'existe que dans les cabinets où le vrai pouvoir s'exerce sans bruit. Maître Diane Villiers n'avait pas changé d'un pouce. Ses cheveux argentés étaient enroulés en un chignon parfait. Son stylo était de ceux qu'on remplit d'encre, pas de ceux qu'on jette. Sa poignée de main était ferme, assurée, et bien plus chaleureuse que ce à quoi je m'attendais. Camille, a-t-elle dit doucement. Quand j'ai vu ton nom à côté de la mention accord d'association sur mon planning, j'ai su que quelque chose se préparait. Je me suis assise en face d'elle, devant un bureau en acajou qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. J'ai sorti la chemise cartonnée de mon sac et je l'ai posée entre nous. J'ai besoin de savoir, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Exactement ce que ce document me donne le droit de faire. Elle n'avait pas besoin de le lire. C'était elle qui l'avait rédigé.
Je me souviens de ce dossier, a dit Diane, en l'ouvrant avec des doigts qui bougeaient comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. Tu n'avais que 26 ans. Ton père voulait une donation. J'ai dit non. Puis il a demandé un prêt à faible taux et à long terme. J'ai dit non à cela aussi. Elle a levé les yeux, le regard acéré. Parce que j'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire. Je t'ai vu tout sacrifier. Je les ai vus appeler ça de l'amour. J'ai dégluti avec peine. J'ai rédigé ceci, a-t-elle poursuivi, en tapotant une section avec son stylo, pour te donner quelque chose que personne ne pourrait enlever. Une sauvegarde, un avenir s'il te poussait un jour trop loin. Elle a tourné la feuille face à moi. Camille Turner, a-t-elle lu à haute voix, détiendra 51% des parts de contrôle de la SARL Atelier Morgan. La dite participation majoritaire inclut toutes les décisions opérationnelles, le droit de vote et l'autorité de recruter ou de licencier les associés minoritaires, y compris les membres de la famille immédiate. J'ai fixé la clause. L'encre avait un peu pâli, mais les mots étaient limpides. 51%. Pas seulement une associée, mais la propriétaire. Une réalisation lente et régulière a envahi ma colonne vertébrale. Je n'avais pas seulement coupé les vivres. Je détenais les clés du royaume. Diane s'est adossée à son siège. Ils ont oublié qui a réellement construit cette maison, Camille. Tu ne les as pas seulement sauvés. Tu les as structurés. Ils ont signé cela de leur plein gré, légalement. J'ai hoché la tête. Poulan, esprit vif. Ils organisent une réunion de famille demain soir, lui ai-je dit. Ils pensent que je viens pour m'excuser. Diane a eu un mince sourire. Ça ressemble davantage à une assemblée générale d'actionnaires pour moi. J'ai failli rire. J'ai besoin de quelque chose, ai-je dit. Simple, officiel. Une déclaration sur papier à en-tête avec votre sceau. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas contester. Elle tendait déjà la main vers son dictaphone. Ce sera notarié d'ici demain matin. Tu pourras passer le prendre avant le déjeuner. En quittant son bureau pour sortir dans l'air de la ville, le vent m'a fouetté le visage comme un nouveau départ. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que j'étais impuissante. Il s'est avéré que j'étais la tempête qu'il n'avait pas vue venir. Je me suis garée dans la rue, pas dans l'allée. Cela me semblait important, comme une ligne tracée dans le sable. Dans ma main se trouvait la chemise cartonnée, bien plate, comme un verdict scellé. À l'intérieur, une lettre notariée sur le papier du cabinet Villiers, timbrée et irréfutable. J'ai monté les marches de la maison de mes parents comme si j'entrais dans une salle d'audience, pas dans un foyer. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La porte s'est ouverte avant que je ne frappe. La silhouette de mon père remplissait le cadre. « Tu es en retard », a-t-il dit d'un ton autoritaire. « Non », ai-je répondu. « Je suis pile à l'heure. » Le salon avait été aménagé comme un tribunal. Mon père dans son fauteuil en cuir habituel, son trône. Ma mère à ses côtés, un mouchoir serré dans sa main comme un accessoire de théâtre. Lucas et Manon blottis l'un contre l'autre sur le canapé comme pour une performance parfaitement répétée. Et en face d'eux, assise bien droite avec un carnet de notes, se trouvait tante Valérie, bien sûr, l'exécutrice des basses œuvres de la famille. Il y avait une seule chaise en bois vide au centre de la pièce, face à eux tous, la chaise de l'interrogatoire. Je ne me suis pas assise. Nous sommes tous réunis ce soir, a commencé mon père, parce que nous t'aimons. Mais ton comportement cette semaine a été erratique, blessant et franchement destructeur. Ma mère a reniflé sur commande. Je ne te reconnais même plus, a-t-elle murmuré. Tu étais si généreuse, si attentionnée autrefois. Manon battait des cils rapidement, les yeux grands ouverts et innocents. Elle a pleuré pendant des jours, a marmonné Lucas en lui caressant le bras. Elle a l'impression que tout est de sa faute. J'ai failli rire. Puis vint le tour de tante Valérie. Camille, tes parents t'ont tout donné. Ce coup monté, les couper de tout, c'est cruel, vindicatif. Tu as toujours été émotive. Mais ça, c'est pathologique. J'ai laissé le silence planer. J'ai laissé leurs mots flotter dans l'air comme des nœuds coulants qu'ils étaient trop confiants pour voir.
Puis j'ai fait un pas en avant et j'ai posé la chemise cartonnée sur la table basse. Le bruit du choc sur le bois les a tous fait tressaillir. C'est quoi ça? A aboyé mon père. Encore des accusations? Non, ai-je dit calmement. C'est un document commercial. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? De 2013, l'année où je vous ai donné 85 000 € pour empêcher la boutique de couler. C'était un prêt, a-t-il tranché. Non, ai-je répondu. C'était un investissement en capital. Et ceci, j'ai fait glisser le résumé notarié hors de la chemise, est une déclaration légale de ma position. Ma voix était stable, froide. Des années de silence s'étaient affûtées en une lame unique. En échange de cet investissement, j'ai reçu 51% des parts de contrôle de l'atelier Morgan. Cela inclut le droit de vote, le pouvoir de recrutement et de licenciement, et le dernier mot sur toutes les opérations financières. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Ma mère a lâché son mouchoir. Ce n'est pas possible, a dit Lucas, la voix chevrotante. Tu les as piégés. Non, ai-je dit doucement. Ils ont simplement supposé que je ne m'en servirais jamais. Le masque de Manon est tombé instantanément. C'est insensé, a-t-elle sifflé. Tu penses qu'un morceau de papier fait de toi la reine de la famille? Je me suis tournée vers elle, l'expression neutre. Tu ne fais pas partie de la famille. Tu es une invitée, et ton opinion n'entre pas en ligne de compte dans la politique de l'entreprise. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé Lucas, mais il n'a rien dit. Je suis venue ici ce soir disposée à parler de sentiments, ai-je dit en balayant la pièce du regard. Mais vous avez rendu cela impossible. Vous avez choisi votre camp. Vous m'avez effacé du récit. Ma voix s'est légèrement brisée, mais je n'ai pas arrêté. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était une place à table. Pas le contrôle, juste l'inclusion. Mais vous avez été clair, ici, l'amour est conditionnel et le pouvoir est la seule langue que vous parliez. Alors, parlons cette langue, ai-je dit, en sortant une dernière feuille. En tant qu'actionnaire majoritaire et directrice exécutive, je mets en œuvre de nouvelles politiques immédiatement. Mon père a tenté de m'interrompre. J'ai levé la main. Vous deux, ai-je dit en désignant mes parents, vous resterez salariés en tant que gérant de magasin. Vous recevrez des salaires conformes au marché. Révisez chaque trimestre. Les cartes de crédit de l'entreprise sont annulées. Toutes les dépenses doivent être approuvées. Ma mère a laissé échapper un gémissement blessé. Je me suis tournée vers Lucas. Tu n'es pas employé par cette entreprise, et tu ne recevras plus aucun soutien personnel. Je te recommande de trouver un travail. Enfin, j'ai regardé Manon. Et toi? Ce n'est pas ton histoire. Tu peux disposer. Elle s'est levée, furieuse, mais personne ne l'a suivie. Même Lucas est resté assis, hébété et pâle. Tante Valérie a ricané, a attrapé son sac et a marmonné, tu le regretteras. Non, ai-je dit. Je m'en souviendrai. Puis j'ai ramassé la chemise, je me suis tournée vers la porte et je suis sortie. Je ne l'ai pas claquée. Je n'en avais pas besoin. Le bruit de tout ce qui s'effondrait derrière moi était plus fort que n'importe quelle porte. La maison est restée silencieuse derrière moi, le genre de silence qui suit une déflagration. Je n'ai pas regardé en arrière. Ni la fenêtre, ni le porche. Je suis montée dans ma voiture, j'ai posé la chemise sur le siège passager et j'ai expiré profondément. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais. C'était une séparation nette. Personne n'a appelé cette nuit-là, ni Lucas, ni mes parents. Même Manon a gardé un silence radio total. Mais dès le lundi matin, le changement était officiel. Georges, le seul responsable de magasin qui m'avait toujours traité avec un respect élémentaire, m'a appelé depuis la boutique. Ils sont là, a-t-il dit. Sa voix était basse, comme s'il craignait que les murs n'aient des oreilles. Tes parents, ils sont là tous les jours depuis samedi. Ils sont calmes. Fini les déjeuners gratuits. Fini de crier sur le personnel. J'ai ouvert mon ordinateur. Dans ma boîte de réception se trouvaient 2 PDF provenant du cabinet de Diane Villiers, des contrats de travail signés numériquement. Pas de notes,
Pas d'excuses, juste des signatures. C'était une reddition silencieuse. J'ai revu les termes que j'avais aidé à rédiger. Titre, co-gérant de l'atelier Morgane. Salaire, moyenne du secteur pour la gestion de commerce de détail. Avantage, aucun au-delà du salaire. Plus d'ardoise familiale. Plus de dettes invisibles déguisées en aide. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une facture de carte de crédit avec un solde à 0 pour la première fois en plus de 10 ans. J'ai retiré mon père du compte de leasing de la voiture. Le concessionnaire a appelé pour confirmer que le véhicule serait restitué à la fin du mois. Je n'ai même pas scié. Puis vint le tour de Lucas. Pas un appel, pas un SMS, une notification. Le virement automatique qu'il avait tenté de rétablir avait été refusé 2 fois. Il n'a jamais essayé une 3e fois. Le plus surprenant n'était pas leur soumission. C'était la paix qui a suivi. Mon téléphone ne vibrait plus pour des problèmes qui n'étaient pas les miens. Finis-les, tu peux couvrir ça juste une fois? Finis-les, c'est seulement temporaire. Pour la première fois depuis des années, mon argent restait là où il devait être, avec moi. Et quelque chose d'étrange s'est produit dans ce calme. J'ai recommencé à m'entendre. J'ai retrouvé mon vieux carnet de croquis dans un bac de rangement, enveloppé dans du plastique à côté de documents fiscaux. Le premier dessin que j'ai fait était tremblant, plein de lignes raides. Mais le deuxième était meilleur. Au 5e, j'avais perdu la notion du temps. J'ai transformé la chambre d'amis en atelier, j'ai acheté de la peinture sans culpabilité. Je ne remplaçais pas ce que j'avais perdu. Je récupérais ce qui m'avait toujours appartenu. J'ai commencé à me réveiller non pas avec de l'appréhension, mais avec de la sérénité. Mon foyer a cessé d'être une zone de transit pour devenir un endroit où je vivais réellement. Même Georges l'a dit, tu sais, ce magasin gagne enfin de l'argent maintenant. Évidemment. Les parasites ne font pas que vider les comptes. Ils ralentissent la croissance. Ils déforment la réalité. Et une fois que j'ai coupé les ponts, tout le système a enfin pu respirer. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une réparation. Un démêlage lent et délibéré du mythe selon lequel la famille signifie une obligation sans limite. Ils pouvaient toujours être mes parents. Ils n'allaient simplement plus être mes créanciers, mes clients ou mes geôliers. L'avion a atterri à Florence juste après midi. Je n'avais dit à personne que je partais. Pas de mise à jour sur les réseaux sociaux, pas d'itinéraire, pas de message au cas où. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais quelque part sans demander de permission ou annoncer mon utilité. C'était impulsif et réservé en un clic un vendredi soir, un verre de vin à moitié plein à la main, un disque de jazz tournant en fond sonore. J'ai séjourné dans un appartement modeste près de l'Arnaud, juste au-dessus d'une boulangerie qui donnait à tout l'immeuble une odeur de sucre et de pâte levée. Chaque matin, les cloches de Santa Croce me réveillaient doucement. Pas d'alarme, pas d'exigence. J'ai erré sans but. J'ai pris des photos que je n'avais pas l'intention de publier. J'ai commandé à manger sans vérifier mon solde. Pas de SMS, pas de groupe de discussion familiaux, pas de culpabilité. Le 3e jour, je suis passé devant une pancarte indiquant « Atelier de poterie, cours d'une journée, débutant bienvenue ». Quelque chose en moi s'est arrêté. Non pas parce que j'avais besoin d'une nouvelle compétence, mais parce que l'utilisation de mes mains pour autre chose que la survie me manquait. L'atelier était petit et chaleureux. Des étagères en terre cuite bordaient les murs, remplies de bols inégaux et de vases imparfaits. L'instructrice, une femme plus âgée nommée Alicia, parlait peu français, mais souriait de tout son corps. Elle a posé une motte d'argile humide devant moi et a simplement dit « Tourne ». C'était maladroit au début. Mes doigts étaient raides, incertains. Mais à mesure que le tour tournait, j'ai cessé de réfléchir, j'ai cessé de résoudre des problèmes, j'ai cessé de me préparer au pire. J'ai juste ressenti. Le bol que j'ai fabriqué était laid, épais, asymétrique, mais il était à moi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec de l'argile sous les ongles et une légère douleur aux épaules. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans rêver de chiffres, de factures ou de noms. À mon retour à Lyon, je n'ai pas repris le travail tout de suite. J'ai repeint les murs de ma chambre d'amis. J'ai commandé des toiles, des vraies.
J'ai acheté un nouveau jeu de peinture à l'huile, pas de la qualité médiocre, pas pour m'entraîner, mais pour le plaisir. Les premiers tableaux étaient désordonnés. Du rouge, du noir, des traits rapides et chargés d'émotions. Je n'essayais pas de faire quelque chose de beau. Je voulais juste vider tout ce que j'avais stocké dans le silence. Et puis un jour, j'ai ajouté du bleu cobalt, la même nuance que celle de cette lettre de bourse d'il y a tant d'années. Ma cousine Mathilde est passée un après-midi et s'est tenue silencieusement sur le seuil de mon atelier. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit. « Tu n'as plus l'air fatiguée. » J'ai souri. C'est parce que j'ai enfin arrêté de passer des auditions pour une place à une table que j'ai moi-même construite. C'est arrivé un mardi après-midi. Un numéro que je ne connaissais pas. Un indicatif local, pas de nom. Pendant un instant, j'ai failli laisser l'appel aller vers la messagerie, mais quelque chose m'a dit de répondre. Allô? Un silence, puis une voix douce, fatiguée. Camille, c'est Lucas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il s'est empressé de meubler le silence. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-il dit rapidement. Je le jure. Est-ce que je peux juste te parler une minute? Je suis restée silencieuse. Puis, tu as une minute. Il a pris une inspiration, et j'ai pu entendre tout le poids derrière. Ce n'était pas répété, pas défensif. J'ai trouvé un travail, a-t-il dit. Dans un entrepôt. Je suis debout 10 heures par jour à charger des cartons. C'est brutal. Et 3 soirs par semaine, je fais la plonge dans un restaurant de quartier. Il a laissé échapper un rire sans joie. C'est la première fois que je suis fatiguée pour les bonnes raisons. Je n'ai rien dit. Elle est partie, a-t-il ajouté. Manon a fait ses bagages et est partie pendant que j'étais au travail. Elle a dit que je n'avais aucun avenir sans l'argent. Elle a pris la télé que tu m'avais offerte. Cela a provoqué un tressaillement chez moi. Je me souvenais de ce cadeau de Noël. Elle avait toujours plus aimé la télécommande que les programmes. J'étais en colère au début, a-t-il dit. Contre elle, contre toi, contre papa et maman, mais surtout contre moi-même. Une autre pause. Pendant des années, j'ai cru que tu voulais faire tout ça. Que nous aider te faisait te sentir importante. Je ne me suis jamais demandé ce que ça te coûtait. Sa voix s'est brisée. Camille, tu m'as offert ma vie, et j'ai agi comme si elle me revenait de droit, comme si tu me la devais. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas pleuré, mais ma main a serré le téléphone plus fort. Ça ne répare rien, a-t-il ajouté. Je le sais. J'avais besoin que tu l'entendes. Le silence est revenu. Pas gênant, juste honnête. Merci d'avoir appelé, ai-je dit, la voix basse. Je ne t'embêterai plus, a-t-il dit rapidement. Je voulais juste. Merci. Il était sur le point de raccrocher quand je l'ai arrêté. Lucas. Ouais. Continue comme ça. Il est resté silencieux une seconde, puis, d'accord. Il a raccroché. Je suis restée assise dans ma cuisine, entourée de lumière et de toiles inachevées, regardant par la fenêtre. La ville continuait de bouger autour de moi. La vie ne faisait pas de pause, mais quelque chose en moi l'avait enfin faite. Ce n'était pas encore le pardon. Pas tout de suite. Mais c'était un début. J'avais l'habitude de croire qu'être une bonne fille signifiait s'effacer derrière les attentes, derrière les sacrifices, derrière l'avenir des autres. Maintenant, je sais ce qu'il en est. On n'a pas besoin de tout donner pour être digne d'amour. On n'a pas besoin d'être généreuse jusqu'à l'extinction. Les limites ne sont pas une trahison. Le silence n'est pas la paix. Et parfois, s'éloigner est le seul moyen de revenir chez soi, vers soi-même. Quand je me suis regardée dans le miroir ce soir-là, je n'ai pas vu la fille dévouée. J'ai vu l'artiste, la femme, celle qui a écrit sa propre fin.